Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité pose cette question, et si pour accéder à la profondeur de notre être, pour puiser notre force et découvrir nos trésors cachés, on osait emprunter le chemin de la vulnérabilité. Dans son nouveau livre, chez Le Duc, Vulnérable, accepter d'être touché, elle nous invite à ouvrir la porte de l'inconfort pour traverser un passage nécessaire. Elle nous convie à découvrir la déesse Vulnus, gardienne du seuil, pour aller à la rencontre de nos masques et de nos failles. En s'appuyant sur ses propres traversées, son expérience de psychologue clinicienne et pionnière dans l'accompagnement de groupes de femmes, elle livre passage pour nous rendre disponibles à ce qui est et y puiser la grâce. Je suis absolument enchantée d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Camille Sfez, évidemment. Bonjour Camille. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Je t'en prie, avec grande joie. Alors, est-ce que c'est toujours accoucher d'un nouveau livre? Est-ce que c'est toujours un moment, une occasion de vulnérabilité? Tiens, justement, comment tu te sens? Oui, complètement. Je me sens vraiment dans une forme de mise à nu. Surtout que ce livre, je pense qu'il est plus personnel que le premier. C'est vraiment un sujet qui m'a traversé moi dans ma vie intime avant de devenir un livre. Donc oui, là, je me sens nue sur cette scène et bon, voilà, en même temps avec la confiance qui peut aller avec, mais c'est vrai que c'est un moment particulier de savoir qu'il va être découvert là dans les prochains jours. Alors c'est vrai qu'il était très attendu, hein. Ton premier livre, La puissance du féminin, avait eu un grand succès et il est attendu en tout cas beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Alors nous sommes tous vulnérables évidemment, mais encore plus dans le contexte actuel. Oui, le contexte actuel, je crois qu'en fait ce qui est intéressant c'est que on est vulnérable et on arrive à l'avouer dans des espaces intimes, assez proches, chez un thérapeute, dans un cercle de femmes, mais que le contexte actuel finalement a rendu cette question de la vulnérabilité ou de la fragilité, l'a rendue publique, quoi, d'une certaine manière, enfin l'a rendue collective. On s'est tout d'un coup autorisé à se nommer vulnérable, fragile, ce qu'on faisait pas, je pense, ou en tout cas moins, il y a 2 ans. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est la vulnérabilité pour toi, ou même on peut parler d'état de vulnérabilité, de fragilité, hein, il y a plusieurs mots que tu utilises. Oui, c'est des mots qui sont proches mais qui veulent pas complètement dire la même chose. La vulnérabilité, ça sous-entend qu'il y a un extérieur dangereux qui pourrait me blesser, m'attaquer, me mettre sous pression, m'en vouloir. Et donc ça sous-entend notre interdépendance à l'autre ou à notre environnement, alors que la fragilité c'est quelque chose qui s'expérimente plutôt dans un rapport à soi. Là tu parlais de la pandémie par exemple, voilà, depuis 18 mois l'environnement extérieur nous a rendus vulnérables, mais aussi a révélé nos fragilités qui étaient déjà là, hein, qui étaient déjà inscrites en nous et auxquelles on n'avait pas forcément accès. Et je crois qu'il y a un autre mot qu'on a besoin de poser dès le départ quand on parle de ces définitions, c'est la faiblesse, parce que évidemment, fragilité et vulnérabilité, souvent, c'est associé à la faiblesse, alors qu'en fait, tout le propos du livre, c'est de détricoter cette idée que, évidemment, notre vulnérabilité n'est pas de la faiblesse, même si la première chose qu'on ressent quand on se sent vulnérable, c'est que c'est quelque chose qu'il faudrait que je cache parce que c'est le signe que je suis pas adaptée. Et ça, c'est vraiment, je pense, le message qu'on reçoit dans notre société actuelle, de la force, de la compétition, de la tension, et qui n'est pas la réalité. Et on y reviendra évidemment un peu plus tard. Alors tu convoques, et je le disais en introduction, la déesse Vulnus, celle que tu nommes la gardienne du seuil.
Comment est-ce que ça s'est, comment est-ce qu'elle s'est quelque part révélée à toi d'une certaine manière? Oui, c'est assez drôle en fait. J'avais vraiment j'ai travaillé depuis le départ en fait avec cette idée du seuil et d'une espèce de gardienne du seuil, un gardien du seuil qui nous permettrait de passer. Pour moi, la vulnérabilité, c'est ce qui me permet de passer de cet état peut-être de tension à l'accueil de ma fragilité et du coup de ma sensibilité. Donc il y a vraiment un basculement qui a lieu quand j'accepte de me laisser toucher. Et cette gardienne du seuil, elle avait pas forcément de corps, de figure. Je pensais pas forcément à cette déesse, mais très prosaïquement, hein, je raconte vraiment le détail. Mais à force de faire différentes versions de mon manuscrit, je m'étais vulnérable 1, 2, 3, j'en avais marre. Donc à un moment, j'ai transformé mon manuscrit en vulnus.doc, hein, puisque vulnus en latin ça veut dire vulnérable. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si elle nous appelait, quoi. C'est comme si tout d'un coup il fallait donner corps à cette chimère ou à cette gardienne du seuil. Et c'est là où, aussi dans l'échange avec mon éditrice, hein, on a commencé à se dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une déesse? Et puis ensuite, dans le processus, il y a eu aussi les illustrations de Anna Vantagogusse, et elle a vraiment aussi incarné pleinement cette déesse, qu'on peut retrouver dans le livre. Voilà, alors c'est bien que comme ça, on l'a nommée dès le départ et elle est avec nous aussi pendant qu'on parle évidemment de ce sujet-là. Oui. Et comment plus concrètement, toi, dans ton histoire, la vulnérabilité t'a vraiment appelé à elle, hein. C'est vrai qu'on a vu aussi l'évolution sur les réseaux où c'était vraiment un terme dont tu parlais souvent, etc. Et j'aime bien, tu parles on reviendra sur ce terme après, hein, mais d'une chorégraphie passagère et minuscule. Mais d'abord, comment est-ce qu'elle t'a vraiment appelé, toi, dans ton parcours ? C'est ce que je raconte, je pense avec un peu de pudeur au début du livre, c'est-à-dire que moi je vis un événement dans mon couple qui est compliqué et qui tout d'un coup me met en contact avec cette vulnérabilité. Ça, c'était il y a à peu près 3 ans, et donc tout d'un coup je réalise que c'est une question pour moi. C'est pas simplement quelque chose que j'expérimente dans les cercles de femmes, ou c'est pas simplement quelque chose que je vois chez les autres, à l'extérieur, chez les patients, etc. C'est vraiment un mot tout d'un coup qui me tombe dessus. Et qui vient, je dirais aussi donner un autre éclairage à cette quête que j'ai eue, que j'avais à cette époque-là, puis que j'ai ces dernières années, je dirais, de me laisser traverser. Et c'est comme si le vivre dans mon couple, hein, donc dans une forme de douleur et de difficulté pour moi, et en même temps d'apercevoir que ça pouvait être une clé. Et là, je la donne tout de suite, cette clé, hein, c'est cette phrase de Christiane Singer qui nous invite à nous faire terre d'accueil pour la musique du monde. Quand je suis pleinement vulnérable, je me fais terre d'accueil pour la douleur qui est là, pour ce qui me traverse, mais aussi du coup peut-être pour d'autres choses. Et voilà, il y a eu ce moment que je raconte au début du livre, hein, vraiment de prise de conscience, comme si mon intime et une recherche plus existentielle, je pense que je mène depuis quelques années, se sont retrouvés en fait dans ce mot vulnérable, et je me suis accrochée à ce mot en essayant du coup ensuite de comprendre ce qu'il ouvrait chez moi déjà, et puis ce qu'il pouvait ouvrir chez les autres. Et dans cette vulnérabilité, on sent qu'elle contient aussi une forme de beauté, contrairement à ce qu'on peut imaginer effectivement si on assimile, comme tu le disais bien au départ, vulnérabilité à faiblesse, etc. Oui, je me rends compte là, rétrospectivement, avec le livre qui est écrit, que je parle de ces moments de grâce aussi que j'ai pu toucher en acceptant de me laisser traverser. Et en même temps, dès le départ, j'ai envie de dire que cette vulnérabilité, au départ, on n'a pas envie de la vivre, hein, soyons clairs. On sait qu'on est vulnérable, mais personne n'a envie de se sentir vulnérable parce que justement, c'est désagréable, c'est inconfortable. Pour moi, je dis que c'est ce petit tremblement intérieur qui nous prend à l'idée que tout nous échappe, qu'on est à terre, qu'on est démuni, qu'on est blessé ou foudrage. Et évidemment, on peut parler aussi de la beauté, mais c'est important, je pense, dès le départ, dire que le but, je dirais, c'est pas d'en faire une force.
Mm. Et pas d'essayer tout de suite d'en faire quelque chose de beau, parce que, en tout cas, sur le moment, quand je me sens vulnérable, je me sens seule au monde, je me sens dépossédée, je me sens honteux. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très inconfortable. Mm. C'est vrai que j'écoutais l'émission, je te disais ça hors antenne, sur France Inter, et il y avait un des intervenants qui disait attention de ne pas esthétiser la négativité ou la fragilité, la vulnérabilité à outrance, ce qui n'est pas ce qui ressort dans ton manuscrit d'ailleurs. Oui. Hein. C'est pas un éloge, Oui. c'est comment traverser en fait nos traversées qui sont là de fait. Hein. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si cette vulnérabilité, si j'arrête de la rejeter, je peux avoir un regard curieux, ou je peux trouver ça intéressant de découvrir cet aspect, cette dimension de moi que je connaissais pas jusqu'à maintenant, parce que je la masquais, parce que je mettais tout en œuvre pour réussir, etc. Donc il y a une vraie curiosité, tendresse, un regard tendre que je peux porter sur ma fragilité. Mm. Et en même temps, il y a aussi, on peut entendre un certain discours du développement personnel qui dirait, voilà, je vais faire de ma vulnérabilité une force, ou alors j'avoue ma vulnérabilité, mais ça me rend plus fort. Il y a quelque chose qui est ça va un peu trop vite à la conclusion. Il y a Oui. des ruptures dont on se remet pas, il y a des échecs dont on ne sort pas plus grand. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où je suis malade, au moment où je perds un proche, au moment où je trébuche, je suis pas en train de me dire ah oui, mais ça va me permettre d'aller mieux demain. Non, je suis en train de traverser ça. Et je pense qu'on a vraiment besoin aussi collectivement de parler de ces moments-là, en fait, de traverser de la douleur, de la souffrance, de la nuit, peut-être pour qu'elle nous fasse moins peur. Hmm. C'est comme si, tu vois ce que j'entendais, c'est comme s'il y avait une forme à un moment donné de consentement. Évidemment, quand ce n'est pas une vulnérabilité, on pense aux femmes afghanes, effectivement, qui sont dans une grande Bien sûr. vulnérabilité. C'est pas de ça qu'on parle, hein, de consentir à ce qu'elles subissent comme violence. Hein. Oui. Mais quand on est dans des traversées, effectivement, dans nos vies comme ça, où on traverse des états d'être et tout, il y a une forme de consentement qui s'opère. Oui, je crois que ce mot, c'est vraiment un mot qui a été clé pour moi, et il me fait penser au poème de François Cheng, hein, que je peux citer ici, qui dit « Consens à la brisure, c'est là que germera ton trop-plein de crève-cœur, que passera un jour à ton insu la brise. » Vraiment, ce poème, je le trouve très touchant, parce qu'il y a vraiment quelque chose de se consentir à la brisure, d'arrêter de porter un trop-plein, d'arrêter de tenir. Hein. Moi, ça m'évoque aussi beaucoup les femmes que je rencontre qui en ont marre d'être des guerrières, qui en ont marre de tenir, qui ont envie finalement de s'en remettre d'une certaine manière, de lâcher les armes. Dans le consentir, il y a quelque chose qui nous rend notre grandeur. Non pas parce qu'on se soumet, hein, c'est pas consentir à un autre, c'est consentir à notre propre fragilité, consentir d'une certaine manière à notre humanité. C'est ça. Et ça me fait aussi beaucoup penser, ce poème de François Cheng, que j'aime beaucoup également, à cette parole de la Bible, de l'Évangile, qui dit « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, et s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Et c'est vraiment cette idée tu le dis bien, hein, avec cette formule de livre et passage. Oui, tout d'un coup, il y a presque quelque chose de vertigineux à se rendre compte que la fragilité qu'on porte, qui n'est pas le contraire de la force, hein, qui n'est pas un aveu de faiblesse, tout d'un coup, cette fragilité, enfin, c'est pour ça que pour moi, elle a quelque chose du seuil, c'est qu'elle ouvre un champ des possibles. Et elle ouvre, je pense, un nouveau regard qu'on peut porter sur notre propre condition, du coup, sur nos relations, sur le monde. Et dans cette phrase de la Bible que tu cites, elle ouvre aussi sur l'humanité partagée, enfin le fait d'être ensemble, quoi, hein, le fait d'être nombreux. C'est comme si il y a vraiment un mouvement intérieur. Quand je me sens vulnérable, souvent j'en ai honte, et du coup je m'isole, parce que j'ai la croyance que mon défaut, ma fragilité, ça vient de mon incapacité à faire comme tout le monde, être comme tout le monde, etc. Et tout d'un coup de l'accepter, de la nommer, c'est ce qui me permet en fait de rentrer vraiment en relation avec les autres.
Toi, tu as été aussi appelée par un lieu qui est la Sainte-Baume, qui est dédié à Marie-Madeleine. Et dedans, il est aussi beaucoup question de l'eau des larmes dans cet accueil intime. Tu dis à la fin d'ailleurs de ton manuscrit d'accepter d'être lavé par l'eau que nous produisons. Oui, bon, il y a cette scène qu'on connaît tous de Marie-Madeleine qui va laver les pieds du Christ avec ses larmes, avec ses cheveux, avec ses parfums. Je crois qu'il y a quelque chose face à cette fragilité qu'on porte qui se passe de mots aussi. Pourtant, moi, voilà, je suis psychologue, je travaille en tant que thérapeute, les cercles de parole, etc. La parole, elle porte une médecine. Et en même temps, il y a un endroit où peut-être la seule chose qu'on a à faire, c'est de pleurer. Et que ça, là aussi, il y a quelque chose de consentir à se laisser traverser par cette eau qu'on produit. L'image que j'aime bien donner, c'est celle du cœur du cœur qui se réchauffe, de quelque chose d'une glace qui fond. Cette eau, elle vient peut-être aussi de quelque chose qui était glacé à l'intérieur de nous et qui tout d'un coup se met à fondre. Et c'est aussi cette eau qui va pouvoir nous laver, fertiliser nos terres. Je suis assez curieuse en fait de ce pouvoir des larmes. Il y a quelque chose qui probablement qui nous échappe, mais qui est vraiment de l'ordre de la guérison dans notre capacité à pleurer. Probablement, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la charge émotionnelle qui peut... Franck Lebet, je sais qu'il explique aussi ça différemment, mais en disant qu'il y a une charge émotionnelle qui à un moment est intégrée, quoi, qui passe, tu vois, comme dans un tuyau et qui peut s'évacuer, quoi. Oui, exactement. De cet ordre-là. Tu parles aussi d'accueillir une certaine forme de porosité et de faire de sa vie une offrande quelque part à travers ça. Oui, là aussi, c'est un peu prendre le contre-pied de peut-être ce que moi j'ai entendu. Je sais pas, les discours aussi changent en ce moment, mais dans l'idée de l'opposition force-faiblesse, dans l'idée de tenir bon, d'avoir suffisamment de force, d'ancrage pour avancer. Bien sûr que c'est utile, et en même temps, c'est oublier à quel point on est poreux, à quel point on est interdépendant, à quel point finalement ce qui se passe à l'autre bout de la planète, ça va quand même avoir un impact sur moi, ou ce qui se passe évidemment dans mon foyer, chez cet autre qui est en face de moi. Et je crois qu'il y a peut-être parce que moi aussi personnellement, pendant très longtemps, je me définissais comme une éponge, je me sentais vraiment très poreuse. Mais il y a quelque chose à revaloriser aussi de cette porosité, parce que cette porosité, c'est ce qui me permet d'être en contact avec le monde. Si je suis complètement imperméable, finalement les interactions que je vais avoir avec l'autre ou avec mon environnement sont assez faibles. Ma porosité, c'est aussi l'image qu'on peut avoir, c'est comme énormément de capteurs qui sont déployés et qui me permettent du coup d'avoir des informations et d'en émettre et d'être en interaction avec mon environnement. Et tu l'as dit, c'est aussi accepter l'interdépendance, voire même la dépendance. Oui, et ça, à nouveau dans ce que j'ai traversé dans mon couple, je pense que c'était déjà présent avant, mais il y a eu un moment où je me suis dit, où j'ai confondu en fait la différence entre autonomie et interdépendance. J'ai envie d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses par moi-même, mais ça veut pas dire que je suis une île. Ça veut pas dire que je peux être toute seule dans ma tour de contrôle à tout décider et décider que l'autre va pas me toucher. Et en fait, il y a quelque chose de vraiment beau dans cette vulnérabilité, et c'est de me rendre compte que je serai jamais je serai jamais indépendante d'une certaine manière. Je vais forcément toujours à chaque instant être touchée par ceux avec qui je suis en lien. D'abord, et donc c'est aussi un des masques. Moi, je me suis rendu compte que c'est un masque que je portais, mon désir comme ça de fermer la porte, de mettre dans mes oreilles des mantras, de faire de la méditation pour surtout me couper de l'extérieur. Et bon, évidemment, ça fonctionne pas. Oui. Alors, puisque tu parles des masques, tu en nommes 7. Et là, celui dont tu parles et que je connais bien, moi aussi, à titre personnel, c'est celui de l'anesthésie. C'est comment, finalement, on peut s'anesthésier, se couper du monde à travers diverses sortes de fuites. Ça peut être la distance géographique, ça peut être tout un tas de choses. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Et puis
puis aussi, quel rôle jouent nos masques de protection, nos personnages, nos personas, parce qu'ils sont évidemment nécessaires à une période de notre vie. Parfois, ils conditionnent aussi une forme de survie de la psyché, je pense. Oui, complètement. Mais à un moment, ils deviennent inutiles. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces masques, ce sont des stratégies de survie qu'on a mises en place, souvent en tant qu'enfant, pour faire face, en fait. Soit pour faire face à la douleur, soit pour continuer à sentir l'amour. Et donc, du coup, il faut vraiment les prendre comme des stratégies de survie. L'anesthésie dont tu parles, c'est la capacité qu'on peut avoir à se couper de nos émotions et donc du coup à les minimiser. Voilà, je viens de perdre mon père, mais ça va, je fais le deuil. Ou alors, il m'a fait telle atrocité, mais je lui ai pardonné. Enfin, la capacité qu'on peut avoir à mettre à distance ce qu'on ressent. Et il y en a d'autres, des masques. Les principaux, je dirais, c'est notre capacité à tout mettre en œuvre, le perfectionnisme qui fait que j'ai surtout peur de perdre l'approbation de l'autre, donc je vais tout faire pour ne pas perdre son approbation. Et d'une certaine manière aussi évacuer la honte, ça c'est encore un autre masque. Mais tout ça en fait, ce sont des stratégies de survie pour continuer à être en lien, qui finalement au fur et à mesure nous isolent. Et ça c'est vraiment le mode de fonctionnement de ces stratégies de survie. C'est qu'au départ, ça nous sert, mais après, on est enfermé derrière ces masques. Ouais, c'est comme presque notre personnalité. Qu'est-ce que la personnalité ? Il faudrait aussi le définir, mais c'est comme si l'élan du désir créatif de l'âme, quelque part, ou le désir profond, il a pu voir trop au chapitre. En fait, toutes ces voix, justement, ont pris un peu le pas. Oui, exactement. Et par exemple, si on reprend l'anesthésie, probablement qu'au départ, il s'est passé un événement qui fait que c'était vital pour nous couper de ce qu'on ressentait. On peut imaginer un bébé qui a aucune capacité d'élaboration, qui est pure sensation, qui vit quelque chose, et la puissance de l'intensité émotionnelle de ce qu'il vit est tellement forte qu'il se coupe. Quoi qu'il se passe dans l'environnement, c'est pas forcément qu'on a vécu des traumas, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que je me coupe. Et du coup, je vais prendre cette habitude-là. Et petit à petit, du coup, je me retrouve finalement dans des relations où le lien que je peux avoir avec les autres, c'est un peu un lien de surface. Ça, c'est Brené Brown qui dit ça. Elle place la vulnérabilité au cœur des expériences humaines significatives. C'est-à-dire que dans ses recherches, elle s'est rendue compte que les gens qui étaient capables d'exprimer leur vulnérabilité, de se montrer vulnérables, ils étaient plus capables de lien. Tout simplement parce que quand je vais mettre de côté ces parties de moi dont j'ai honte, ma peur, ma fragilité, mes doutes, ma colère, je crée cette distance et évidemment je mets aussi à distance l'amour et la joie. Et en plus, tu dis que le fait de se montrer vulnérable nous rend empathique vis-à-vis de l'autre et lui permet aussi d'accueillir sa propre vulnérabilité. Et donc tout de suite, on est beaucoup plus en lien finalement avec l'autre. Oui, ça, c'est vraiment ce qui se passe, je pense, dans des espaces où on est d'adulte à adulte, où on joue ce jeu. Il y a suffisamment de sécurité émotionnelle pour que je peux montrer ma fragilité. Et si ça fait pas partir l'autre, parce qu'à certains moments, si je montre ma fragilité à l'autre et que cet autre en face de moi n'est pas capable de se connecter à sa propre fragilité, ça peut lui faire peur. Et ça peut lui donner envie de me mépriser, d'être agressif, de me rejeter, de me traiter de faible. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est insupportable pour cet autre. Ça, c'est une expérience peut-être qu'on a pu faire, et c'est aussi pour ça que c'est pas toujours le but, c'est pas de se montrer fragile devant tout le monde. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a des contextes où finalement voir quelqu'un qui exprime sa fragilité, ça va me connecter à la mienne. Et tout d'un coup, il y a un grand soulagement, il y a une tension qui s'en va, de me rendre compte que la fragilité peut faire partie de mon existence, de la relation, et que j'ai pas besoin de la mettre de côté. C'est ça. D'ailleurs, tu dis que pour autant, ça signifie pas se mettre à nu face à n'importe qui, n'importe comment. Tu insistes quand même là-dessus. Oui, parce que aussi, j'ai vu peut-être des gens... Parce qu'il y a une certaine injonction aussi aujourd'hui à se montrer vulnérable, à se montrer authentique. C'est ça. Il y a quand même un discours. Ça viendrait à nouveau
prouver notre force. Oui, j'arrive à parler de tout ce que j'ai traversé, et donc du coup, ça veut dire soit que je l'ai dépassé, soit que je suis fort, peu importe. Alors qu'en fait, ça, il peut y avoir parfois un manque de pudeur ou en fait une capacité à se livrer en pâture, presque livrer son histoire à l'autre sans pudeur. Et ça, pour moi, c'est pas de la vulnérabilité. D'ailleurs, la vulnérabilité, c'est ce petit tremblement intérieur que je ressens quand je me mets à nu, parce que ça parle du courage qu'il me faut pour le faire. Et ça parle pas du tout du côté cru ou de la nudité ou de la crudité de ce que je peux livrer en fait. Et il y a vraiment du coup un écart entre tout dire, mal dire, dire à n'importe qui, et sentir que ce que je peux partager à cet autre qui me regarde ou qui m'écoute, ça va, parce que j'accepte ce tremblement intérieur, parce que j'accepte la mise à nu, ça va moi me transformer en fait. Et comment justement aller débusquer ces masques petit à petit? Est-ce que tu recommandes un travail thérapeutique, un travail de groupe? Alors j'imagine c'est propre à chacun, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire seul, aller prendre conscience de nos masques, ou tu conseillerais quand même plutôt un accompagnement? Je dirais que déjà de les connaître, ces masques, de se rendre compte à quel moment, par exemple sur cette question du perfectionniste, à quel moment j'essaye de faire de mon mieux, ce qui est plutôt quelque chose de positif, et puis à quel moment je fais les choses, non pas parce que j'ai envie de bien faire, mais parce que j'ai peur de la désapprobation d'autrui. Donc ça, c'est un travail de conscience, je pense qu'on peut faire un peu individuellement, mais en même temps, bien sûr que c'est très difficile d'aller contacter ces émotions inconfortables qui viennent quand on lève l'anesthésie, ou d'aller contacter la honte. Et c'est vrai que mon expérience, que ce soit de thérapeute ou dans les cercles de femmes, c'est que d'avoir en face de moi quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute et qui me regarde, c'est ce qui permet aussi de s'approcher de cette fragilité seule. Je crois ça nous donne tellement le vertige que on a du mal à l'approcher finalement. D'ailleurs, tu dis à un moment, quand les masques tombent ou se lèvent, on pourrait dire se lèvent, il y a un moment où nous sommes seuls face aux frissons glaçants, tu dis, et cela nous ramène quand même à une grande solitude, mais c'est là où Vulnus s'éveille aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai eu envie d'inventer cette déesse finalement, parce que quand je me sens vulnérable, quand je me sens fragile, j'ai l'impression d'être la seule à ne pas y arriver. J'ai l'impression d'être la seule qui en est encore là, qui n'est toujours pas capable de... ça, c'est tous les petits messages. Je le dis au jeu, mais je pense que les auditeurs peut-être se reconnaîtront là-dedans. Et du coup, c'est comme si à ce moment-là, je ne sais plus à qui m'adresser, à quel sein me vouer. Et en même temps, il y a donc peut-être pour ceux qui ont une forme de foi, la foi est là à ce moment-là pour nous aider à traverser cette rive. Mais je crois qu'il y a que ça en fait. La consolation, elle peut venir que de cet élan vers quelque chose qui me dépasse, parce que je me coupe moi-même à ce moment-là de l'humanité, du lien que je peux avoir avec les autres, etc. Je m'isole en fait. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire exister cette déesse pour tous ceux qui ne se sentent plus à ce moment-là capables d'appeler les dieux classiques. Et il y a d'autres personnages qui s'invitent dans ton récit, qui peuvent être évidemment des cousines, des sœurs, ou même la même chose que la déesse Vulnus. On a parlé de Marie-Madeleine, et puis il y a aussi ton transgénérationnel, c'est ton arrière-grand-mère ou arrière-grand-mère qui s'appelait Madeleine? Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, voilà, c'est ça. Et qui te fait repartir vraiment à la recherche. On a parlé des masques, mais c'est vrai que dans nos histoires, les masques sont constitués à la fois de notre transgénérationnel puis de nos blessures ici maintenant, mais il y a aussi vraiment ce fil à tirer, et que toi, tu vas dérouler de manière beaucoup plus appuyée à ce moment-là. En fait, dans ce moment de vulnérabilité que je traverse dans mon couple, tout d'un coup, je prends conscience que ce que je suis en train de vivre, évidemment que ça me concerne moi, Camille, en 2018-2019, mais ça vient vraiment réveiller l'histoire de cette arrière-grand-mère, l'écho de ce qu'elle a pu vivre. Et donc, cette prise de conscience, moi, ça me met sur un travail thérapeutique qui s'appelle la sophroanalyse des mémoires prénatales,
de la naissance et de l'enfance. Et dans cet outil thérapeutique, on va à la recherche des mémoires qui nous constituent, pas forcément transgénérationnelles, hein, mais donc du coup, c'est vrai que moi, dans mon travail, tout d'un coup, je rentre en contact avec l'histoire de mon arrière-grand-mère. Et puis en plus, bon, il y a un certain nombre de synchronicités, hein, c'est aussi, en tout cas, à un moment de ce travail, c'est le moment où on est confiné, où moi, j'ai l'impression d'être enfermée chez moi, et je retrouve des choses de ce que je projette de son enfermement à elle. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et donc, ça me paraissait important de montrer aussi de manière singulière, hein, je dis pas que c'est toujours ce qui se passe, mais moi, ma fragilité, elle m'a reliée à ces mémoires-là, transgénérationnelles. Oui. Et c'était une manière pour moi d'accepter cette fragilité. Ça a été de comprendre cet héritage et de pouvoir libérer ce que je pouvais libérer. Évidemment, j'ai pas tout guéri de l'arbre, mais ce travail, il m'a très clairement permis de réintégrer cette histoire, cette vieille histoire. Et c'est comme si elle, vraiment, tu le dis d'une autre manière, mais moi je le ressens comme ça, elle livre vraiment passage aussi à travers toi de ce qu'elle n'a pas pu livrer passage aussi, elle. Oui, ben ce qui est très étrange dans ce travail de sophranalyse, c'est qu'en fait, moi j'ai eu à un moment la sensation que j'étais cette femme. Qu'en fait, il y a 100 ans, j'ai été Madeleine, en fait. Hein. Ça, je le dis pas vraiment comme ça dans le livre, mais en fait... Ça s'entend comme ça, oui. C'est ma croyance. Et donc, du coup, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, voilà, je reviens 3 générations plus tard, revivre la même chose pour le vivre différemment. Et tout d'un coup, c'est comme si... Parce que l'héritage transgénérationnel, j'avais compris un certain nombre de choses. Hein. Je pense au travail de Anne-Ancelin Schutzenberger. Enfin, du coup, j'ai compris... Sur la psychogénéalogie, oui. Voilà, des choses qui se répètent, etc. Mais là, c'est comme si j'avais une autre conception de mon existence qui était, OK, il y a un siècle, je me suis incarnée dans cette histoire-là. Et là, je reviens... non pas pour être la petite fille de Madeleine, mais c'est comme si j'avais une nouvelle chance, que mon âme, enfin bon, je sais pas, j'espère que je perds pas tous les auditeurs là en disant ça, mais je crois pas, non. Ma croyance, en tout cas, c'est ça, que mon âme avait une nouvelle chance, peut-être avec certains personnages que j'avais déjà rencontrés à l'époque, de faire différemment. Et en fait, cette vision-là, je trouve que c'est quelque chose qui a été très éclairant pour moi, pour m'aider aussi à sortir du statut de victime, peut-être, que j'ai pu contacter à d'autres moments. Ah oui, toutes ces femmes blessées de ma famille, tout cet héritage qui est lourd. Oui, et en même temps, c'est aussi comme si je pouvais me contacter à cette force de vie ou cette force de mon âme qui va revenir encore et encore, revivre la même chose jusqu'à ce qu'enfin j'arrive à apaiser, à libérer ça, à transformer cette peur, à lever ces masques, à ne plus vivre la trahison comme quelque chose d'insurmontable. Enfin, ouais, voilà. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme voie pour franchir la porte de ce fameux seuil qui est bien gardé pour rentrer en soi? Tu dis à un moment mi-sorcière, mi-lisière pour trouver refuge. Oui, en fait, ça c'est, je crois, dans le livre de Mona Chollet que j'ai découvert ça. La sorcière, c'est celle qui se tient à la lisière. Hein. Il y a une étymologie commune entre ces deux mots. On peut imaginer, la sorcière, elle se tient évidemment à la lisière du village, mais elle se tient aussi entre les mondes. Et il y a... du coup, voilà, la vulnérabilité, en tout cas moi, elle m'a permis de me connecter, à cet héritage transgénérationnel, mais aussi vraiment à mon corps sensible, c'est-à-dire ma sensibilité, même si dans le mot sensibilité, on entend émotivité, du coup, il y a toujours quelque chose de négatif, mais en tout cas à mes sens, à mon corps sensible. Oui. Et ce corps sensible, c'est le corps poreux dont on parlait tout à l'heure. C'est ma capacité à me tenir à la lisière, c'est-à-dire de pouvoir autant communiquer avec les autres humains autour de moi qu'avec un lieu, qu'avec les dauphins, dans ce que je raconte dans mon expérience en Égypte. Et donc, je peux du coup, en acceptant ce corps sensible, me tenir à la lisière, communiquer avec les autres, avec le monde, avec les autres règnes. Est-ce qu'il pourrait y avoir, je sais pas, ça me vient cette question, c'est un peu idiot, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un danger pour certaines personnes de basculer dans quelque chose de psychotique à ce moment-là, de partir, de se laisser entraîner ou tomber, on pourrait imaginer tomber plus bas, tu vois, même si ça veut rien dire tomber plus bas. Bien de sûr, se laisser complètement envahir, tu vois, par ça. Oui, c'est vraiment le risque, c'est-à-dire que je pense que ceux qui vivent des états
psychotiques ou borderline même tout simplement, il nous montre le risque qu'il peut y avoir à cette porosité. Et il nous enseigne d'ailleurs énormément sur la nature de l'inconscient, sur nos modes de fonctionnement. Enfin, ça a été le début, en tout cas, de la psychanalyse, cette prise de conscience que, ceux qui se tenaient à cette lisière et qui n'arrivaient pas à revenir d'une certaine manière dans notre réalité, dans cette réalité, du coup, il nous montrait ce qui se passe à cette lisière. Je crois que donc le risque, il est là. Et en même temps, on peut beaucoup faire l'expérience de la peur de la folie. Quand je suis vraiment dans ce désespoir ou dans cette souffrance qui m'envahit tout complètement corporellement et que du coup j'ai l'impression de complètement perdre pied dans quelque chose peut-être d'océanique, je peux avoir l'impression que je vais jamais revenir parmi les personnes sensées. Et en même temps, on est nombreux à revenir. Donc, je crois qu'il y a aussi quelque chose... évidemment, là, je peux pas... de toute façon, ça nous échappe. Mais il y a probablement... En tout cas, dans cette fragilité, quelque chose à expérimenter. C'est comme si je pouvais tenir quelques minutes de plus, me tenir à cette lisière quelques minutes de plus et voir ce qui se passe. Ça fait évidemment penser aux traversées de la nuit noire de l'âme décrit par les mystiques, où on peut s'imaginer, quand on entend la nuit noire de l'âme, qu'il y a justement la lumière au bout du tunnel, qui peut être aussi un leurre de se dire qu'on va être, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, plus fort après, voilà, rebondir, et qui revient en fait à cette injonction du bonheur, où finalement le consentement à la vulnérabilité serait une sorte de baguette magique pour aller plus haut, plus fort, etc. Oui, complètement. Je pense au livre de Claire Marin, là, qui s'appelle Rupture, où elle dit très bien, on va pas forcément se relever d'un échec. On va pas forcément être plus fort. C'est possible que je n'apprenne rien de cette traversée de la nuit. Et c'est important de l'entendre parce que du coup, oui, ce serait une manière de trop vite vouloir trouver la solution, vouloir arriver à la conclusion. Et je crois que le propos, c'est justement, la lumière, elle est pas au bout du tunnel. La lumière, elle est dans, tout d'un coup, me rendre compte que ces fêlures, cette fragilité, ces brisures, elles sont là et que je peux continuer à vivre avec. Mais c'est pas que je vais retrouver de l'autre côté le soleil plein, une nouvelle vie, des nouvelles ressources. Pas toujours. Parfois, oui, parce que on a aussi cette capacité, du coup, cette créativité. On l'a vu aussi pendant cette crise sanitaire, c'est-à-dire que on aurait pu croire que tout allait s'effondrer et finalement non. Donc, on a fait preuve de résilience, de créativité, d'adaptabilité. Mais il y a un moment où on va pas pouvoir s'adapter éternellement. Il y a certaines brisures qui seront brisées à jamais, finalement. C'est ça. Ça me fait penser à Éric Grange qui cet été a confié dans le podcast Métamorphose qu'il avait rencontré, je crois qu'il raconte aussi de mémoire dans son livre, il voulait absolument rencontrer le Dalai Lama, puis finit par, à force d'heures d'attente près de chez lui, par le rencontrer. Il avait une question très importante à lui poser sur une souffrance vive chez lui, et le Dalai Lama lui fait cette réponse dont je me souviens plus exactement des mots précis, mais il lui dit, en fait, chemine comme si elle allait t'accompagner toute ta vie, en fait. Alors que lui, il venait évidemment avec une réponse pour avoir une solution, pour s'en débarrasser, je mets des guillemets. Ouais. Et ça fait écho à ça, ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Je pourrais raconter cette histoire maintenant, mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que on aurait envie, à nouveau, de faire de notre fragilité une force. Et malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a quelque chose vraiment comme si de l'ordre de la patience aussi. Si je suis obligée de vivre avec cette souffrance toute ma vie, je l'intègre en fait, et je peux intégrer cette autre polarité. Moi là, à nouveau à titre très personnel, je sais que je me suis beaucoup construite en essayant d'aller chercher la lumière, le rayonnement, mes qualités, puisque j'avais pas tellement confiance en moi, donc aller chercher comme ça quelque chose de lumineux. Mais du coup, évidemment qu'en faisant ça, je suis obligée d'aller regarder ce qui est douloureux, quoi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc voilà, si j'accepte cette douleur, ces fêlures, je vais être plus complète.
Chez toi, il y a quelque chose qui t'a beaucoup appelé aussi, hein, c'est le chant spontané qui a été une manière extraordinaire de livrer passage à la vulnérabilité, hein, et de saisir aussi ce fameux tremblement du corps sensible, hein, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, complètement. Finalement, ces expériences de chant, j'ai découvert le chant spontané avec Christophe Boyer il y a, je pense, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est? Tiens, peut-être pour nous expliquer. Oui. Le chant spontané, c'est une manière de chanter quelque chose qui n'existe pas avant que je le chante. C'est-à-dire que c'est un peu un saut dans le vide où tout d'un coup, là, c'est comme si je te disais, Anne, on prend 2 respirations, puis la troisième, on se met à chanter ensemble, quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est vraiment un travail sur la spontanéité, pas du tout sur la voix, mais plutôt sur le souffle et la manière dont, en laissant sortir du son, je vais créer de la musique, ou en tout cas révéler une musique qui est là, qui est présente. Et c'est vraiment le travail de chant spontané qui m'a interrogée, hein, et le travail de Christophe qui m'a interrogée sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire de livrer passage. Parce que on le fait seul, mais il y a un épisode que je raconte dans le livre où tout d'un coup on se retrouve à 3 à devoir chanter ensemble. Et évidemment, ça peut être complètement cacophonique, hein, 3 personnes qui chantent quelque chose qui n'existe pas. Et là, l'expérience que je raconte, c'est que tout d'un coup, le chant, on était simplement les capteurs, les récepteurs du chant qui existait en tant que tel, quoi. Et il y a quelque chose de très troublant pour moi dans ces expériences, c'est que je suis en même temps complètement présente dans mon corps, et en même temps, je laisse les commandes. Et je crois que la richesse du travail de Christophe, c'est de nous faire prendre conscience que c'est peut-être une manière de vivre notre vie, ou en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'essayer de vivre ma vie comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que je laisse faire en me disant, il faut bien que je chante, il faut bien que je produise du son, il faut bien que j'engage mon souffle et mon corps en entier. Et en même temps, la musique, c'est pas moi qui vais la créer. Elle est là, elle est préexistante, et elle va juste se révéler grâce à moi. Ça, c'est, voilà, une des réflexions du livre, c'est de se dire comment je peux finalement conduire ma vie comme une chanteuse spontanée, comment je peux révéler quelque chose qui est déjà là. Finalement, ça me fait aussi penser à cette phrase de Rumi qui dit, je sais plus exactement, mais en gros, c'est ne te demande pas comment créer l'amour, mais demande-toi quel barrage tu as mis entre l'amour et toi, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ces barrages. Ouais, c'est très beau. Ça me fait penser, ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu, que je partage là, qui est aussi intime. C'est que au moment où j'ai accouché de ma dernière fille, ma 3e, au moment vraiment de livrer passage, hein, au sens propre, même si ça l'est aussi de toute façon quand c'est dans la psyché, dans l'émotionnel. Je me suis mise à chanter alors que j'avais fait de la préparation à accouchement, mais pas du tout de chant prénatal ni de choses comme ça. Et c'est venu. Voilà, je ne savais pas d'où ça venait en fait, et je suis pas particulièrement chanteuse dans ma vie, donc c'était pas quelque chose de familier justement. Et puis j'ai ressenti exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à la fois ça venait de moi, mais c'était au-delà de moi. Voilà, il y avait ces deux en fait mouvements qui cohabitaient totalement. Ouais, merci de nous partager ça. Je trouve ça très beau d'imaginer ce moment. Et je crois qu'il y a justement dans la société dans laquelle on est, où on croit beaucoup que c'est nos forces qui vont faire changer le monde, qui vont transformer les choses, etc. Il y a quelque chose d'un peu présomptueux presque qu'a l'espèce humaine à croire que c'est nos petits bras, quoi, hein, qui vont faire ça. Oui, ça veut pas dire qu'on peut se désengager, qu'on n'a rien à faire, mais on n'a pas tout cet effort à faire. Et finalement, peut-être que ce chant, c'est ce qui a permis que ta fille naisse. Enfin, évidemment, il y avait ces efforts physiques, ta présence, etc. Mais ce qui t'a traversé à ce moment-là, ça l'a accompagné. C'est ça. Il y a cette idée reprise aussi par Thérèse de Lisieux et puis aussi Sylvain Tesson, qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et je pense pas qu'il ait copié ce que disait Thérèse de Lisieux du tout, mais cette idée de s'abandonner à vivre. Oui. Ça me fait penser du coup à ce mot qui m'interroge encore, même s'il est dans le livre, mais de faire de sa vie une offrande, quoi. Hein. Tout d'un coup, si c'est plus moi qui décide de tout, si c'est plus tous ces efforts à faire,
à qui je m'abandonne, voilà, quel rapport j'entretiens avec cette musique qui est préexistante et qui me demande à moi de lui donner une couleur. Je crois que c'est quelque chose finalement, enfin peut-être que les mystiques l'ont beaucoup pensé, mais qui nous manque, je pense, dans notre éducation, d'apprendre à faire avec cette musique qui nous dépasse. Enfin, en tout cas, dans mon expérience de chant spontané, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses très concrètes, assez simples, des pratiques qui me permettaient de développer cette affinité avec l'idée de me laisser traverser, quoi, de m'abandonner à la vie, comme tu dis. Oui, puis c'est vrai qu'à travers la musique, on voit que dans toutes les religions ou pratiques spirituelles, que ce soit à travers les mantras, la liturgie, la louange, etc., peu importe, il y a quand même quelque chose qui, malgré tout, livre passage, même si c'est pas forcément spontané, mais qui permet d'élever à la transcendance. Oui, complètement. Là aussi, ça me fait penser quand tu parles de ça, évidemment, à la prière. Je peux prier, je peux appeler à nouveau avec ma volonté, avec ce qui me semble être la bonne chose à demander d'une certaine manière. Et puis tout d'un coup, il y a des prières aussi qui nous prennent, qui nous surprennent, et on se rend compte au moment de la formuler ou au moment de formuler un vœu que c'était exactement ça dont on avait besoin et on n'en avait pas forcément conscience. C'est ça. On arrive à la fin de ce podcast, Camille, et j'aimerais te citer une très très belle phrase que j'ai relevée dans ton livre, et puis que peut-être que tu en parles un petit peu, ou peut-être il n'y a pas besoin, qui est très belle, je trouve. Nous sommes une présence qui chevauche le souffle. Chaque oscillation demande un réajustement de la posture, une écoute de la mer. Oui, cette phrase, elle évoque en fait, même si les lecteurs ne le savent pas, mais elle évoque du coup ce travail de chant spontané et puis mes expériences de tantra, où tout d'un coup dans cette pure présence, enfin, j'atteins pas cette pure présence, mais en tout cas dans cette recherche d'être vraiment la plus présente possible, la plus proche du souffle. Je suis consciente des interactions vraiment que je peux avoir avec tout cet environnement vivant autour de moi. Et je suis plus moi, Camille, dans ce corps, face à un autre ou face à un arbre ou un paysage, mais je suis vraiment ce souffle partagé d'une certaine manière. Et c'est des expériences qui sont assez difficilement nommables. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a une dimension un peu poétique dans le livre. C'est parce que je trouve que parfois la poésie dit plus que ce qu'on pourrait vouloir expliquer avec beaucoup de mots, mais en fait ça évoque ces situations, où le souffle devient immense, quoi. C'est ça. Oui, parce qu'il y a aussi dans la poésie beaucoup de beauté et de vulnérabilité aussi qui se loge dans tous les interstices, dans les souffles, dans tout, la vibration d'un mot, d'une rime, etc., qui nous enveloppe et nous entraîne aussi à travers ça. Oui, et il y a vraiment au début du livre, je le cite, une phrase de Emily H, qui dit qu'on a besoin de retrouver une puissance d'agir et de penser sensible, de réintégrer finalement notre manière de penser le monde avec notre sensibilité. Et je crois que la poésie, c'est ce qu'elle fait. C'est ça. Très belle conclusion. Camille Sfez, merci infiniment pour cet espace sacré, de ta parole aussi, et qui qui s'ouvre au cercle de la grande famille Métamorphose. Je rappelle que ton nouvel et merveilleux et poétique livre vient de paraître aux éditions Le Duc, ces jours-ci, qu'il s'intitule « Vulnérable, accepter d'être touché », qui est illustré, on l'a dit tout à l'heure, par Anna Vanda Goguzet, et qu'il fait suite à un premier livre qui a été best-seller chez le même éditeur, « La puissance du féminin ». Merci infiniment, Camille. Merci à toi, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose.
le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.